Bonsoir tout le monde. Est-ce que le son est bon? Faites des pouces. Parfait. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information, tout savoir sur le cohabitat. Merci d'être là ce soir. On a vraiment hâte. On est très contente que vous soyez là. Et commençons tout de suite. Au programme ce soir, nous allons commencer par parler de village urbain. On va décrire l'organisme, l'OBNL de village urbain pour se présenter. Ensuite, on va parler de qu'est-ce que c'est un cohabitat. Donc, on va tenter une définition, on va aller chercher des petits mécanismes pour chercher une réponse complète. Ensuite, le cohabitat, plus précisément selon village urbain. Donc, on va parler un petit peu de nos valeurs personnelles en tant qu'organisme. Ensuite, et je sais que cette partie est attendue de plusieurs personnes, on va parler de notre projet de cohabitat Un village à la Chine. Donc, ici, ça sera la conception architecturale, on va parler de la gestion collective qu'on va mettre en place et bien sûr la notion de l'abordabilité durable. Donc, comment est-ce qu'on met une abordabilité durable dans notre projet? Ensuite, nous allons entendre une cohabitante, future cohabitante d'un village à la Chine qui va témoigner avec nous ce soir. Et ensuite, ça sera les étapes à suivre si vous avez bien hâte de rejoindre ce cohabitat. Et pour clôturer la séance d'information, on aura à peu près entre 20 et 30 minutes de questions et réponses. Donc, attendez jusqu'à la fin avec vos questions. Et sachez que cette séance d'information est enregistrée. Le lien vous sera envoyé et elle sera disponible également sur notre chaîne YouTube. Donc, on vise terminer à environ 20 heures ce soir. Avant de commencer avec la présentation de Village Urbain, j'aimerais vous proposer une activité de visualisation. Alors, je vous demanderai de fermer les yeux. Prenez le temps. Fermez les yeux derrière vos écrans. Imaginez, vous revenez du travail. Vous descendez de l'arrêt de bus juste au coin de la rue de chez vous. Juste au coin de la rue. Vous marchez, vous apercevez de loin la cour intérieure où les enfants apprennent à pelleter la neige avec Jacques et Huguette, dont les cheveux blancs se confondent avec la cour enneigée. Vous vous approchez, vous échangez quelques mots sur votre journée avant de vous diriger vers la maison commune. En ouvrant la porte, une odeur délicieuse de sauce tomate vous accueille. Dans le vestibule d'entrée, vous réalisez qu'il est rempli de manteaux accrochés, de chaussures, de foulards et de quelques poussettes. Vous entendez des voix familières, vous saluez, vous leur souriez. On vous nomme le plat principal de ce soir, du chili. Pris par les tâches au travail, vous aviez momentanément oublié qu'un souper collectif avait lieu ce soir et vous êtes rassuré que la tâche additionnelle de faire à manger est prise en charge ce soir par des voisins et des voisines. Vous relâchez un soupir de contentement. Vous êtes reconnaissant de faire partie de ce cohabitat. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci d'avoir pris ce moment avec moi pour bien vous remplir l'esprit avec des belles images. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que vous voulez maintenant vous projeter dans ce cohabitat. J'aimerais maintenant présenter nos intervenants et intervenantes de ce soir. Pour commencer, on a Estelle Leroux-Jocky avec moi ce soir, cofondatrice et directrice de Village Urbain. Bonsoir Estelle. Allô, allô tout le monde. On a Pascal Wynne, également cofondateur. Bonsoir Pascal. Salut tout le monde. On a aussi Lucie Chen, chargée de projet à Village Urbain. Allô Lucie. Allô Maïs, allô tout le monde. On a aussi Louise Rosenberg, future cohabitante du projet Un village à la Chine. Bonsoir Louise. Bonsoir tout le monde. Et moi-même, Maïs Chami, chargée de mobilisation à Village Urbain. Alors, commençons avec l'histoire de Village Urbain, qui est notre premier point de programme de ce soir. Estelle, peux-tu nous parler de l'histoire de Village Urbain et de la fondation? Oui, avec plaisir. Village Urbain est une OBNL qui a démarré en 2020, donc avec
Pascal et moi-même qui avons fondé ensemble Village Urbain. Et en fait, Village Urbain est né un peu comme une réponse à plusieurs enjeux sociétaux qui nous tenaient à cœur, notamment l'isolement social, mais aussi la crise du logement. Et ça correspondait aussi à un moment quand même très particulier pour moi personnellement parce que je suis devenue maman en début 2020, donc au début de la pandémie, en plein début de la pandémie, avec toutes les incertitudes qu'il y avait autour de ça, mais aussi loin de ma famille. Donc vraiment toutes les discussions, puis les idées, tout ça autour du cohabitat ont vraiment comme pris tout leur sens à ce moment quand même charnière de ma vie. Et donc, avec Pascal, quand on a commencé à creuser en fait le sujet, on s'est aperçu que il existait quand même un grand nombre de personnes qui est intéressées par le cohabitat, par ce mode de vie. Il y a même des groupes qui se créent pour monter des projets. Mais malheureusement, au Québec, il y a encore très peu de cohabitats, du moins des cohabitats officiels. On en compte deux présentement, un à Québec puis un à Neuville. Et en fait, la principale raison pour laquelle il y a peu de cohabitats au Québec présentement, c'est que un cohabitat, c'est d'abord un projet immobilier. Et un projet immobilier, par essence, ça reste un projet quand même complexe et long à mener à bien. Donc, on s'est rapidement rendu compte que ça prenait quand même tout un tas de compétences, de temps aussi, beaucoup de temps pour développer ce type de projet. Parfois même un réseau et aussi beaucoup de capitaux, d'argent. Donc, ça fait que c'est des projets, c'est ça, qui sont longs à réaliser, qui parfois peuvent même avorter dans l'œuf. Donc, on a réalisé très vite le besoin, en fait, pour une structure professionnelle. Donc, c'est comme ça qu'on a créé Village Urbain. Puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de noter que dans certaines régions où le cohabitat est un peu plus répandu comme mode de vie, ben, il y a aussi des structures professionnelles qui existent justement pour faciliter la création de cohabitats, notamment au BC, puis plus particulièrement à Vancouver, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe où le cohabitat est une option de logement beaucoup plus répandue. Donc voilà, dans le fond, la mission de Village Urbain, en fait, c'est de développer des cohabitats qu'on veut intergénérationnels et donc un peu plus clé en main que si on développait son cohabitat par soi-même, donc à l'échelle du Québec. C'est vraiment inspirant. Merci Estelle. Puis c'est intéressant comment souvent c'est les histoires personnelles qui nous poussent à aller chercher notre plus grande motivation et Ouais, vraiment. commencer des nouveaux projets. Pascal, je sais que pour toi aussi, il y a eu un historique assez personnel qui t'a poussé à vouloir cofonder également Village Urbain. Peux-tu nous en Absolument. parler plus? Absolument. Moi, je suis prof dans la vie, prof de cinéma. Puis, j'ai pas donc travaillé en logement auparavant. Mais la vie m'a forcé à m'investir à réfléchir le logement parce que je me suis fait évincer, pas seulement une fois, mais deux fois. Donc, victime de ce système dans lequel on est. Puis là, j'ai plein d'amis qui se font évincer. Là, c'est vraiment un fléau. Donc, moi, je me suis dit, ben, on peut-tu faire un système différent au Québec? On peut-tu avoir des systèmes d'habitation qui sont centrés vers la dignité humaine? Et donc, ben, moi, j'étais plein d'optimisme, puis un peu beaucoup de naïveté. Fait qu'on a créé ensemble Village Urbain, Estelle et moi, dans le but de développer du logement différemment et aussi de prendre des modèles qui existent déjà, qui fonctionnent. Tu sais, en Europe, ils le font bien. D'autres parties des États-Unis puis du Canada, ils le font aussi. Pourquoi pas à Montréal aussi? Donc, on a regardé, on a analysé comment la réalité montréalaise, de quoi on avait besoin, puis on a concocté quelque chose, là. Et bon, ben moi-même, j'ai vécu la vie en cohabitat, mais de manière informelle. Ma première expérience, c'était dans ma famille vietnamienne. On était trois générations, la grand-mère, le grand-père, la grande-tante, la tante, l'oncle, le cousin, tout dans la même maison, avec une seule cuisine, à se partager un milieu de vie. Ça bougeait, beaucoup d'interactions. Puis plus tard dans ma vie, dans la vingtaine, j'ai essayé de redécouvrir ou habiter dans des milieux qui se ressemblaient à un milieu familial. Donc, j'ai habité dans ce qu'on appelle les communes d'artistes, un peu comme dans les années 60-70. Et ça m'a vraiment aidé à grandir, puis à réfléchir, puis être en contact avec des gens qui avaient des âges différents de moi, qui venaient d'horizons différents de moi aussi.
Et là, maintenant que je suis dans la trentaine, ben là, j'habite dans mon condo, un petit condo indivise. Mais ce qui est vraiment le fun, on est 6 dans notre condo, ben, dans différents condos. Et on a des 5 à 7, on se partage des verres de vin. Et même que ici dans la photo, ce que vous voyez à droite, là, c'est notre ruelle en arrière. Puis je suis tombé dans un paradis. Je pense qu'on a la ruelle la plus belle. Là, ça, c'est en juillet, là, mais rendu en septembre, là, c'est plein de fleurs, des légumes. Les gens, il y a des enfants qui courent, là, puis bon, il y a beaucoup de gens avec des cheveux blancs, là. Euh, c'est un testament que les gens se sont investis depuis une trentaine d'années dans cette ruelle. Puis moi, donc, j'ai un futur pour le Québec, c'est qu'on ait plus de milieux de vie collectif. Et que c'est pas juste dans les ruelles du plateau ou dans certains projets spéciaux. Tu sais, avec Village Urbain, on a le pari de rendre ça démocratique, qu'il y ait plus d'habitat participatif. Puis là, moi, tu sais, je suis vraiment fier qu'on présente aujourd'hui un projet là, que je pense que c'est la crème de la crème du logement et que je pense que ce sera le début d'une ère où on va penser à l'habitat comme un milieu de vie. Pas juste un bâtiment, mais vraiment un milieu de vie où la vie de communauté, c'est pas juste un bonus qu'on espère qui va arriver, mais vraiment qui fasse partie de l'ADN. Et vous allez voir la formule, là. Et je pense que vous allez sortir de cette séance-là aussi convaincu que moi. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. J'en doute aucunement. Moi-même, je me rejoins tellement dans les valeurs que tu nommes, dans le mode de vie où les gens se croisent de façon facile. On n'a pas à faire des appels, faire des plans des mois à l'avance. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à sentir comme ça. Donc maintenant, avant qu'on passe à la section, on va essayer de vous décrire vraiment qu'est-ce qu'est le cohabitat. J'aimerais vous entendre, cher auditoire. Donc j'aimerais vous poser la question, décris un cohabitat, décris le cohabitat en un seul mot. Donc si je vous dis le mot cohabitat, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en un seul mot? Donc je vous invite à mettre vos réponses dans le chat. Communauté, entraide, commun. Entraide, ça revient beaucoup. Le partage, bien sûr, la solidarité. Oui, échange, c'est excellent. J'adore ça. Merci. Mais je trouve très intéressant, en fait, tous les mots que vous avez mis, ça rentre dans la définition. C'est comme si c'était une définition qui est co-créée par tout le monde qui aime ce mode de vie. Et ça tombe vraiment bien. On est rendu au moment où on aimerait ça vous décrire. Estelle va vous présenter qu'est-ce qu'est le cohabitat, qu'est-ce qui rend vraiment un bâtiment, une collection de bâtiments, un cohabitat. Ouais, ben, tu as raison, Maïs, c'est drôle parce qu'en effet, il y a beaucoup de mots là qui sont ressortis dans le chat qu'on a vu qui sont ici aussi. Donc, ça montre que plusieurs d'entre vous connaissent déjà bien ce concept. Mais en fait, ben, déjà pour décrire un petit peu ce que c'est un cohabitat physiquement, en fait, il faut vraiment l'imaginer comme un ensemble de logements qui sont quand même privés, là. C'est-à-dire que chaque logement est autonome, a sa propre cuisine, a sa propre salle de bain. C'est pas une grosse colocation, une commune, mais vraiment chaque logement est complètement équipé et autonome et privé. Puis toutes les personnes qui occupent ces logements-là, donc comme dans un bâtiment, mettons, classique, partagent en plus de leur logement, ils partagent et ont accès à ce qu'on aime appeler une maison commune. Puis cette maison commune, c'est en fait le lieu de convivialité pour tous les résidents. C'est un endroit qu'on imagine et qui est conçu un peu comme une maison, justement, où il y a une grande cuisine quand on arrive pour évidemment cuisiner ensemble, manger ensemble, parce qu'on le sait que le repas, c'est quelque chose qui rend tout plus agréable, puis c'est vraiment un moment convivial. Il y a aussi évidemment une grande salle qui peut évidemment servir à manger ou à faire d'autres activités. On a aussi pensé à une salle de jeu pour les enfants ou pour les plus grands. Et puis d'autres espaces comme une chambre d'invité qui peut être très pratique quand on a de la famille ou des amis, un atelier pour bricoler. En fait, dans le fond, la maison commune, c'est vraiment comme une extension de votre propre logement. Puis c'est un endroit qui permet de se rassembler, de croiser ses voisins, de vivre ensemble et donc de créer une communauté.
Mais une autre chose qui est aussi importante dans le cohabitat, c'est le partage. Donc là, en fait, la maison commune, dans le fond, c'est un peu comme un partage d'espace, mais dans un cohabitat, on retrouve aussi beaucoup de partage d'équipements. Par exemple, on peut penser à des autos qui peuvent être mises en commun entre les cohabitants et les cohabitantes, ou, je ne sais pas, du matériel de camping, ou des choses qui font que en fait, tu n'en as peut-être pas besoin au quotidien, mais le jour où tu veux avoir accès à une auto ou à certains équipements, tu es bien content de pouvoir soit l'emprunter à ton voisin ou bien y avoir accès dans le cohabitat. Donc, dans le fond, c'est vraiment de mettre en commun certains équipements et certains espaces. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est le fait de partager ces espaces et de partager ces équipements, ben, ça crée des prétextes ou des opportunités pour se rencontrer, pour se parler, pour peut-être se donner un petit rendez-vous ou quoi. Puis c'est ça, en fait, c'est ces petites interactions du quotidien pratique, entre guillemets, qui font que ben, les gens apprennent à se connaître, se parlent, échangent, puis donc commencent aussi à développer une relation qui peut en fait aller très loin et avoir vraiment des relations très solides qui se créent, un sentiment d'appartenance fort à une communauté qui se crée en fait avec le temps. Donc, dans le fond, le cohabitat, c'est vivre ensemble, créer ensemble, mais jamais au détriment de l'intimité. C'est vraiment comme quelque chose qu'on a en plus. C'est du bonus. C'est la cerise sur le top. Puis, Ouais. ce que je trouve intéressant, on n'a pas besoin d'habiter dans une commune d'artistes pour avoir accès à cette communauté riche qui nous soutient au moment difficile. Vraiment. Donc, merci Estelle pour avoir décrit le cohabitat. J'aimerais maintenant savoir, est-ce qu'il y a des exemples qui vous ont inspiré avec Pascal? Est-ce que ça existe depuis longtemps? Quel est l'historique à travers le monde de ce concept-là? Oui, ben, en effet, en fait, il y a plusieurs cohabitats qui existent déjà à travers le monde. En fait, c'est pas un concept nouveau, hein. C'est un concept qui a émergé dans les années 60, plutôt au Danemark, et puis qui a évolué. Puis évidemment, il y a plusieurs variantes, mais dans le fond, on n'invente rien là. C'est vraiment quelque chose qui existe déjà depuis un moment, puis qui existe à travers le monde. Il y a beaucoup de cohabitats en Europe, beaucoup plutôt dans des pays du nord de l'Europe, où c'est devenu quand même vraiment une option là, pour plusieurs personnes de vivre en cohabitat. C'est quelque chose qui est très démocratisé. Ça se développe aussi au Canada, plutôt dans l'ouest du Canada, en fait, là, en Colombie-Britannique, Vancouver et autour. Et puis aussi aux États-Unis, c'est quelque chose quand même qui est assez développé de plus en plus. Là, il y a par exemple une photo d'un cohabitat à Seattle qui est assez urbain. Puis ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a vraiment des principes ou des valeurs communes qu'on retrouve dans beaucoup de cohabitats à travers le monde, donc comme l'aspect intergénérationnel, par exemple, qui est vraiment présent dans la très grande majorité des cohabitats, du moins que moi je connais. La notion aussi, évidemment, de partage, de collectif, mais vraiment plus à l'échelle de la société, donc avec, par exemple, des principes de mixité sociale, d'ouverture, etc., qu'on retrouve très souvent dans beaucoup de cohabitats à travers le monde. Donc, c'est intéressant de constater ça. Merci, ça donne vraiment une idée inspirante d'aller voir autour du monde. C'est comme une petite communauté de cohabitants, en fait, qui se voit à travers. Mais on peut bien sûr, comme a mentionné Estelle, imaginer que les cohabitats vont avoir des différences selon les valeurs des personnes qui les portent, selon ce qui leur tient à cœur, selon d'autres contraintes. Donc, j'aimerais savoir maintenant, Estelle, pour Village Urbain, qu'est-ce qui fait en sorte que les cohabitats qu'on met en fait sur Terre sont des cohabitats de Village Urbain? Oui, ben, il y a vraiment des principes ou des valeurs qui nous animent depuis le début, là, depuis qu'on a commencé avec Pascal. Le premier, c'est le fait de vouloir créer une communauté, bien sûr. C'est ce dont on parle depuis le début, en fait, et une communauté intergénérationnelle. Parce que, en fait, on s'aperçoit
et puis c'est de plus en plus vrai dans nos sociétés qu'il y a vraiment des besoins complémentaires selon les stades de vie dans lesquels on est. Si je reprends mon exemple personnel, par exemple, ben, moi j'ai deux enfants de bientôt 4 et 2 ans, puis on n'a pas forcément de grands-parents à côté, puis c'est clair qu'on adorerait ça, avoir des grands-parents d'adoption plus facilement. Non, déjà parce que ça crée du soutien, mais surtout parce que c'est une richesse, c'est une ouverture pour tout le monde, en fait, autant pour les enfants que pour les plus âgés ou les parents. Donc, il y a vraiment ouais, c'est ça, des besoins complémentaires entre les différentes générations. Puis il y a une entraide naturelle qui se crée un peu comme dans une famille, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le cohabitat, on va justement un peu rechercher un peu comme Pascal le décrivait en intro aussi, on va un peu rechercher ce qu'on pouvait peut-être plus souvent retrouver dans les familles il y a plus longtemps. Donc, je pense que le cohabitat revient aussi un peu plus dans nos sociétés parce que c'est révélateur du fait qu'on s'adapte aux nouveaux modes de vie. Tu sais, les gens vivent de plus en plus éparpillés un peu partout. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui ont des enfants mais ils partent étudier ou travailler ailleurs, puis finalement ils ne les voient pas tant que ça. Ou tu as aussi beaucoup de familles qui se séparent puis qui se retrouvent quand même assez seules avec leurs enfants. Tu as t'as des gens qui viennent d'autres pays puis qui sont aussi finalement assez seuls. Bref, donc tous ces nouveaux modes de vie, ou en tout cas des modes de vie qui sont de plus en plus courants, ben, font que ça crée vraiment comme un besoin plus fort pour le cohabitat. Un autre principe qui est vraiment important, c'est la gestion collective. Puis, Pascal en parlera un peu plus tout à l'heure, donc je vais pas trop développer ici, mais l'idée, c'est que c'est vraiment quand tu vis en cohabitat, c'est vraiment de t'impliquer dans ton milieu de vie, puis de participer à y prendre soin, en fait. Un peu comme quand on prend soin de sa famille ou de sa communauté, ben, c'est ça, c'est de prendre soin de son milieu de vie. L'autre principe qui est aussi important depuis les débuts en fait de Village Urbain, c'est le concept d'abordabilité durable. Vraiment au tout début, quand on a démarré avec Pascal et qu'on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire pour qu'il y ait plus de cohabitats qui existent au Québec, quelque chose qui était clé et puis hyper important dans toutes nos réflexions depuis le début, c'est de faire en sorte que il y ait le plus de personnes possible qui puissent vivre en cohabitat. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même encore une niche, puis c'est pas tout le monde qui a la chance, en fait, de pouvoir vivre dans des milieux de vie aussi riches. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous anime dans tout ce qu'on fait pour que, pour qu'il y ait des cohabitats qui poussent un peu partout au Québec. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense cette idée de démocratiser le cohabitat, de le rendre accessible, de vraiment mettre de l'avant une accessibilité financière. Puis on voit bien dans les valeurs, il y a autant les valeurs humaines, d'entraide, que des valeurs vraiment pratiques au niveau financier. Je trouve ça très inspirant. Maintenant, on va rentrer dans le vif de notre projet à la Chine, un village à la Chine. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent cette partie avec hâte. Donc, on va commencer. Je vais passer la parole à ma collègue Lucie qui va commencer avec la conception architecturale de ce projet. Merci Maïs, merci Estelle pour ces explications et Pascal. Alors, notre projet se situe au 22-25 rue Notre-Dame, dans le cœur du Vieux-Lachine, donc le terrain turquoise ici que vous voyez. Il est très bien situé dans la mesure où c'est un quartier où est-ce qu'on retrouve beaucoup de commerces comme des cafés, des boutiques de vélos, etc. Mais il y a aussi des services de proximité, donc des épiceries, il y a des écoles, des CPE, des bonnes écoles secondaires aussi. Et puis, il y a une piste cyclable qui longe le canal jusqu'au centre-ville. Et puis, comme vous voyez ici, le terrain se situe proche de l'eau et on est chanceux aussi, on a une servitude de passage qui mène proche de l'eau. Donc, on est choyé de pouvoir construire un projet de cohabitat sur un terrain aussi privilégié. Le projet en tant que tel, c'est 58 logements à vendre et à louer. Donc, pour les chiffres, on a 19 logements de une chambre, 23 logements de 2 chambres,
8 logements de 3 chambres et 8 logements de 4 chambres. Donc, je l'ai mis ici. Et puis, souvent, on nous demande la question, on a un ascenseur au sein du projet et puis 30 cases de stationnement en sous-sol. En fait, vous verrez qu'on a quand même une bonne portion de logements familiaux, donc de 3 chambres et 4 chambres et plus, parce que, comme Estelle l'a mentionné tantôt, notre volonté de Village Urbain, c'est de rendre le projet le plus diversifié et intergénérationnel possible. En ce qui a trait du bâtiment en tant que tel, en fait, c'est un bâtiment qui est séparé en 3 pavillons. Donc, ici, un premier, un deuxième et le troisième plus important derrière. Les 2 pavillons à l'avant sont de 3 étages et celui derrière de 4 étages. Et puis, tous les pavillons sont reliés par une passerelle, si vous voyez mon curseur ici, qui est en gris. Donc, ces passerelles nous permettent vraiment de nous promener à travers tous les étages via l'ascenseur aussi, pour connecter tout le petit village qui est ce projet. Et puis, en fait, j'ai oublié de le mentionner tantôt, désolé, mais c'est Sylvie Architecture qui développe le cohabitat à la Chine. Et ils ont vraiment eu ce souci de reprendre le langage architectural qui est local dans le Vieux-Lachine. En fait, dans le Vieux-Lachine, ce sont beaucoup de bâtiments centenaires, donc avec une hauteur moins élevée, avec des toits mansardés. Donc ici, c'est la toiture en pente. Beaucoup de revêtements en métal qu'on retrouve aussi au Vieux-Lachine. Donc, presque l'entièreté du bâtiment est en tuile canadienne. Et puis, la porte cochère qui rappelle justement les entrées des chevaux à l'époque. Mais aujourd'hui, ce sont des voitures qui mènent jusqu'au sous-sol. Et donc, je parlais tantôt de la volonté de rendre ce projet mixte, mais on a aussi cette volonté de faire naître une communauté soudée au sein de ce projet, et ça prend des espaces communs. Alors, je vous présente la maison commune qui se situe principalement au rez-de-chaussée. Donc, vous rentrez par ici, par la rue Notre-Dame, et vous arrivez devant l'espace Flex. L'espace Flex, ben, comme le nom le dit, pardon, comme le nom le dit, a plusieurs usages. Selon les besoins des cohabitants, ça peut être soit un espace de réunion, soit un espace de séance de yoga, ou même ça peut être loué par la communauté pour une mini-galerie. Mais ça peut aussi également être une chambre d'invités quand cet espace-là n'est pas utilisé. Donc, au fond du terrain, on continue et on arrive devant la maison commune qui est ici encadrée en jaune. Donc, la maison commune est au cœur du projet et vitrée sur presque toutes les façades. Donc, il y a beaucoup de lumière naturelle là, qui rentre dans la maison commune. Donc, dans la maison commune, on retrouve plusieurs espaces collectifs. Il y a d'abord la cuisine, qui est une symbolique forte, en fait, dans la plupart des maisons. C'est là où est-ce qu'il y a beaucoup de vie, où est-ce qu'on prépare les repas. Ici, pour le coup, la cuisine, c'est pour préparer les repas communs que les cohabitantes organiseront. Et puis, dans la grande salle, ils pourront partager ces repas communs, mais aussi, s'ils décident d'organiser des soirées thématiques de karaoké ou organiser leurs assemblées générales là, ils peuvent aussi. C'est le plus gros espace de la maison commune. On peut aussi imaginer, comme on le dépeint bien ici, là, c'est une ambiance plutôt café, assez animée. Donc, on pourrait s'imaginer facilement apporter son laptop et travailler dans cet espace, par exemple. Et puis, juste derrière, on a la buanderie commune. Donc, la buanderie commune, tout à l'heure, Estelle parlait de mutualisation ou de partager des équipements. Donc, ceci est un bon exemple. En fait, on a vraiment été inspiré par un projet à Madrid qui s'appelle Laborda. Dans le fond, ils ont intégré la buanderie commune dans la grande salle comme un espace ouvert. Et puis, c'est vraiment devenu un lieu de socialisation. Donc, ils ont réussi à marier le côté pratique et le côté convivial. Mais je vous rappelle aussi que dans les logements, on retrouve des laveuses, mais en fait, c'est dans les logements familiaux et certains autres logements qui ne sont pas reliés à la maison commune.
On sait que c'est une notion un peu moins ancrée en Amérique du Nord, mais le village urbain est vraiment convaincu de sa plus-value à plusieurs égards, tant au niveau social qu'au niveau pratique, puis ben, on l'a tenté. Et puis, je ne sais pas si vous voyez très bien ici, on retrouve l'ascenseur, l'encadré de portes. Et puis, quand on continue vers la droite, on tombe vers le salon. Donc, ici, vous pouvez voir le plan de la maison commune. Je parlais donc de l'ascenseur tantôt et le salon où vient l'espace calme. Ben, comme le nom le dit, c'est un espace assez calme avec la vue intérieure la vue sur la cour intérieure et avec une ambiance assez cosy en bon français. Et en contraste, on retrouve la salle de jeu qui est un lieu beaucoup plus animé et on peut s'imaginer qu'il s'adresse plus aux enfants, par exemple. La salle, elle est stratégiquement placée, la salle de jeu est stratégiquement placée à côté de la grande salle pour pouvoir garder un œil sur les enfants. Donc, voici un peu ce que ça. Lucie, on t'entend pas? Toujours pas? Est-ce que je suis la seule à avoir ce problème? Ou- Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. C'est OK. Désolée. Bon, des problèmes techniques avec Zoom, on en a connu. Le dernier espace qu'on n'a pas une image de cet espace-là, c'est l'atelier où est-ce que vous pouvez faire vos travaux cochons, vos réparations de vélo, vos peintures de meubles, etc. Puis en fait, c'est un espace très rare, à moins d'avoir sa maison avec son garage privé. C'est un espace qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les nouveaux projets. Et puis pour nous, c'est très important d'avoir cet espace-là parce que c'est un endroit où les futurs cohabitants, cohabitantes vont pouvoir partager non seulement des outils, mais aussi partager des connaissances d'habileté manuelle. Et puis un autre endroit pour faire preuve de nos compétences manuelles, c'est sur la toiture terrasse. La toiture terrasse, on peut s'imaginer jardiner des légumes que vous planterez. Et puis, justement, il va être muni de bacs de plantation et de bancs pour s'asseoir, pour causer, pour prendre un petit verre, etc. Puis, la toiture terrasse représente environ 5000 pieds carrés de superficie. Et enfin, au sol, on retrouve la cour intérieure que les architectes nomment affectueusement la coulée verte parce qu'ils sont très poétiques. Et cette cour intérieure-là est signue à travers le cohabitat, un peu comme si on parcourait les sentiers d'un village. Et puis également, on retrouverait des tables et des chaises encore là pour avoir des repas communs à l'extérieur l'été quand il fait beau. Et puis juste ici, on entrevoit quand même le salon ou l'espace calme avec l'ambiance tranquille. Merci, Lucie. J'ai vu quelqu'un mettre un commentaire, c'est vraiment du rêve. Je suis d'accord, c'est vraiment du rêve. Il y a tellement d'espaces collectifs, autant intérieur, extérieur, sur le toit, toute une liste. Donc, j'aimerais passer la parole à vous, cher auditoire. On va vous partager un sondage qui va apparaître sur votre écran. J'aimerais savoir quel est ton espace commun préféré parmi la liste. Donc, on vous donne quelques instants. Vous avez seulement un seul choix. Donc, ça va être un choix difficile, je pense. OK. Je demanderai à ma collègue Manu de partager les résultats. La cuisine, oui. On n'est pas surprise, je pense. C'est souvent le cœur, effectivement, d'un cohabitat, d'une maison, d'un appart, d'un studio. C'est toujours la pièce qu'on utilise le plus, qui est le plus chaleureuse. Merci de vous être prêté au jeu. Maintenant, Lucie, on t'a beaucoup écouté sur la maison commune, cette maison qui est vraiment au centre, au cœur de la vie en cohabitat.
Maintenant, peux-tu nous en parler sur les logements plus précisément? Oui, bien sûr. Avant de me lancer vraiment dans les logements, je veux m'assurer que tout le monde est sur la même base. Donc, on va apprendre à lire ou pas apprendre, si vous savez, lire un plan. Donc, ici, on retrouve la porte d'entrée qui nous mène au vestibule d'entrée. Et puis, à gauche se trouve une salle de bain. Ceci est une chambre, une deuxième chambre, une troisième chambre. Et puis, la cuisine se retrouve ici, la salle à manger et le salon. Donc, on m'a dit que certaines personnes ne savaient pas lire un plan, ce qui est bien normal. Donc, je voulais juste vous donner un petit cours. Bref, c'est de l'architecture. Donc, nos architectes ont intégré des notions de flexibilité et d'adaptabilité à plusieurs niveaux pour les logements. Donc, dans la cuisine, on retrouve des comptoirs en longueur ou en L plutôt qu'un îlot. Et puis, dans les chambres, on a enlevé la notion des garde-robes euh, parce que, en fait, pour permettre plusieurs options d'aménagement dans ces espaces-là. Et puis, la dernière notion d'adaptabilité, c'est la cloison flex ici qu'on voit en ligne pointillée. La cloison, comme je l'ai dit tantôt, c'est un mur. Ce mur-là permet d'agrandir un espace de vie. Par exemple, si vous vivez dans ce logement de 3 chambres avec 2 ados et qu'un des 2 ados part en appartement, puis vous décidez d'enlever cette cloison flex pour agrandir votre salon, voici ce que ça donnerait. Et inversement, si votre ado maintenant revient vivre à la maison après pour X raisons, souvent des raisons financières, ben, vous pouvez en refaire construire une, ce qui redeviendrait un 3 chambres. Et puis, donc, c'est ça, c'est très important de savoir que vous avez le choix d'avoir cette cloison ou non, et elle est facilement construisible parce qu'elle sera sans conduit ni filage. Pour vous donner une idée visuelle, là, on a des images. Donc, voici un logement avec la cloison flex et sans. Donc, vous voyez que l'espace de vie, le salon, s'est agrandi. Alors, cloison flex ou non, sachez que tous nos logements à vendre ou à louer viennent avec les électroménagers et un casier de rangement au sous-sol. Donc, les électroménagers, on a le réfrigérateur, la cuisinière, la hotte, le lave-vaisselle. On a aussi une thermopompe pour la climatisation. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, il y a des laveuses dans les logements familiaux, donc de 3 chambres et plus. Et également, je l'ai dit tantôt, un casier de rangement au sous-sol. Au niveau des finitions, les architectes ont choisi des couleurs assez sobres et des matériaux durables pour un design plutôt intemporel. Donc, les planchers en bois d'ingénierie claire et le comptoir en quartz, ce sont des matériaux qui sont de bonne qualité et durables. Et puis, on a misé beaucoup plus sur l'efficacité du design, ce qui appuie un peu plus cette notion d'abordabilité. Merci beaucoup, Lucie. On voit bien comment les architectes auront vraiment misé sur la simplicité, l'aspect épuré, la durabilité. Ça se voit quand même bien au niveau des finitions. Mais en parlant d'abord de durabilité, Estelle, peux-tu nous parler de l'abordabilité durable et des mécanismes que nous avons mis en place dans Village Urbain? En effet, c'est un concept qu'on a introduit un petit peu tout à l'heure, la notion d'abordabilité durable. La première chose sur laquelle on travaille, on a travaillé fort, en fait, c'est donc, comme je disais tantôt, de faire en sorte que ce projet de cohabitat soit accessible au plus grand nombre de personnes possible, peu importe le stade de vie, puis peu importe la situation. Donc, c'est quand même une grande première, c'est-à-dire que dans notre projet de la Chine, il y a des logements à vendre et des logements à louer. Faut comprendre que la plupart du temps, les cohabitats qui existent et qui sont portés par des groupes qui travaillent très, très fort pour mener à bien leur projet,
souvent, c'est plutôt des cohabitats qui s'adressent uniquement à des propriétaires. Et donc, dans ce projet-là, on a aussi quelques logements qui vont être en location. En fait, 25 logements en location, puis 33 en vente. Donc, pour permettre à des personnes qui peut-être ne peuvent pas acheter ou pas encore acheter de quand même vivre en cohabitat. Ensuite, on a aussi un grand nombre de logements familiaux, c'est-à-dire donc des logements de 3 et 4 chambres. Et là encore, c'est quelque chose en fait, qui se fait quasiment plus dans les projets de logements neufs, plutôt dans les centres urbains, parce que c'est probablement pas assez rentable pour les promoteurs privés. Puis nous, on a vraiment fait notre maximum avec les architectes pour avoir quand même un grand nombre de logements familiaux, toujours pour en fait nourrir et atteindre respecter en tout cas les valeurs et les principes qu'on s'est donnés depuis le début, c'est-à-dire de faire un projet intergénérationnel. Ensuite, on a aussi voulu le plus possible faciliter l'accession à la propriété. Puis c'est devenu encore plus pertinent aujourd'hui en 2024 où ça devient en fait vraiment compliqué de devenir propriétaire pour les personnes qui ne le sont pas déjà. Donc, par exemple, tous les logements qui sont vendus sont vendus à prix coûtant. Ça veut dire qu'une personne qui achète un logement paye vraiment le prix que ça coûte de développer un logement en cohabitat en 2024 et un logement neuf. Et que nous, Village Urbain, en tant qu'organisme à but non lucratif, on fait vraiment pas de profit. Donc, ça permet aussi de réduire, dans le fond, un petit peu le coût du projet ou le coût du logement on va dire, à qualité équivalente. Une autre chose sur laquelle ça peut paraître anodin, mais on a quand même travaillé fort pour réussir à ça, c'est qu'on a réduit le dépôt qui est demandé aux acheteurs de 20 à 10%. Donc, traditionnellement, des gens qui achètent un logement neuf, on va leur demander de verser progressivement un dépôt de 20% du prix d'achat du logement. Nous, on a réussi à travailler fort avec nos bailleurs de fonds pour réduire un petit peu ce dépôt-là et donc aussi toujours essayer de faciliter l'accession à la propriété. Et enfin, il y a des économies d'échelle qu'on fait parce que c'est la force du groupe, en fait. Puis c'est vraiment ça qui est au cœur du principe de cohabitat, c'est-à-dire qu'on a pu négocier des différents frais qu'il faut payer quand on achète un logement, comme des frais de notaire ou des frais d'hypothèque. On a pu les négocier un petit peu à la baisse parce qu'on on a développé des partenariats avec plusieurs professionnels. Puis on vise de faire pareil avec les assurances, par exemple. Donc c'est vraiment, ça peut paraître anodin, mais c'est important parce qu'en fait c'est des concepts qui font après partie de toute la vie d'un cohabitat. Alors, parce que on travaille fort pour qu'il y ait une forme d'abordabilité qui existe dès le jour 1 pour les gens qui vont rejoindre le cohabitat. On souhaite aussi que cette abordabilité elle soit maintenue sur le long terme et puis qu'elle soit transmise aux générations futures. Donc, une des choses qu'on a décidé de mettre en place, qui est quand même très innovante d'un point de vue social et économique, c'est de limiter un petit peu le prix de revente. Donc, ça veut dire qu'une personne qui achète un logement dans le projet accepte de limiter un petit peu son prix de revente le jour où elle décide de partir. Donc, ça veut dire que elle va revendre 5% en dessous du prix du marché son logement. Donc, c'est pas une limite très, très importante. C'est presque plus symbolique, mais ça montre bien que les gens qui, en fait, adhèrent au projet ne viennent pas là pour faire un investissement spéculatif, mais vraiment, ils choisissent ce milieu de vie, puis ils adhèrent aussi à toutes les valeurs qu'il y a derrière. Un autre élément, puis c'est en fait très logique et intimement lié avec la limite du prix de revente, c'est que c'est un projet qui s'adresse à des propriétaires occupants. Donc, une personne qui voudrait acheter pour en faire un investissement locatif ne pourrait pas parce que l'idée, c'est vraiment comme on l'a dit au début, de créer une communauté, puis d'avoir des gens qui ont envie de s'impliquer dans leur milieu de vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas louer son logement de façon temporaire ou
comme ouais, ce soit temporaire ou ça peut arriver dans la vie là, qu'on a des projets qu'on n'est pas là pour un moment. Mais par contre, une personne ne pourra pas acheter en ayant l'intention uniquement de louer son logement. Et pour les logements qui vont être en location, donc c'est Village Urbain, l'OBNL, qui sera propriétaire de ces logements-là. Et donc ça aussi, ça permet d'assurer, en fait, de garantir une certaine abordabilité sur le long terme avec un contrôle des loyers. Donc, Village Urbain, en tant qu'OBNL, ne pourra pas faire d'augmentation abusive des loyers comme on voit que c'est beaucoup le cas aujourd'hui parce que le marché immobilier est flambe, en fait. Donc, ça, c'est aussi un élément qui est important puis qui fait vraiment partie des valeurs qui nous guident depuis le début. Merci beaucoup, Estelle. Je dirais qu'en crise de logement, ce ne sont que des mécanismes qui sont extrêmement puissants, je dirais, innovantes, presque du jamais vu dans le milieu immobilier, de limiter le prix à la revente, faire aucun profit. Pour moi, je trouve ça puissant. Donc, merci d'avoir travaillé tellement fort pour mettre ces mécanismes d'abordabilité en place. Maintenant, j'aimerais t'entendre parler un petit peu plus sur l'abordabilité naturelle qui se fait au plan de tous les jours, sur le quotidien. Ouais. Ben, en fait, c'est sûr que vivre en cohabitat, on en a parlé au début, ça veut dire partager, ça veut dire s'entraider. Donc, en effet, il y a peut-être comme une forme, comme tu dis, Maïs, d'abordabilité naturelle ou d'abordabilité qui se fait un peu au quotidien, en fait, avec le partage d'équipements, le partage de repas aussi. Peut-être qu'on va faire des achats en vrac groupés qui font que, au final, un repas va coûter un petit peu moins, un repas commun va coûter un petit peu moins cher qu'un repas à la maison. Mais il y a aussi tout le réseau d'entraide en fait qui se crée dans un cohabitat qui va faire que on va peut-être plus naturellement faire appel à ses voisins ou à ses voisines pour s'échanger un service ou je sais pas moi pour du bricolage ou du gardiennage et donc on n'aura pas forcément des dépenses à faire ou du moins de dépenses que quand on vit de façon un peu plus classique. Donc en fait, ça crée directement des économies sur le portefeuille là, à la fin du mois. Et puis, ça permet aussi donc de réduire les dépenses, mais aussi de réduire un petit peu son impact environnemental parce qu'on est amené à faire à consommer moins en fait individuellement parce qu'on partage un peu plus. Donc, c'est comme un peu deux pierres d'un coup là. Donc, c'est ça, ça permet de faire des économies, de réduire son impact environnemental, puis en plus, tout ça pour vivre dans un endroit un peu plus convivial, un peu plus soudé. Donc, il y a vraiment comme des bienfaits mutuels qui s'entremêlent. Je pense que je suis pas la seule à avoir eu un moment de frustration en réfléchissant, en achetant un paquet de 200 grammes de riz que tout le monde dans mon immeuble est en train d'acheter son 200 grammes de riz. Et ça aurait coûté tellement moins en temps déjà et en argent d'avoir un bac, une personne qui va acheter ça en vrac et le temps que ça sauve, je pense, ça n'a pas un prix. Mm-hmm. Maintenant, à travers tout ça, la convivialité, la mutualisation, le partage, le vivre ensemble, je peux imaginer qu'il doit y avoir quand même, ça nécessiterait un système de gestion collective qui est importante, qu'elle soit solide. Peux-tu nous en parler plus, Pascal, sur ce qui est couramment mis en place dans les cohabitants? Absolument. Donc, le cohabitat, comme quelqu'un l'avait dit dans le chat, l'appartenance, c'est quelque chose qui va faire partie de l'ADN du cohabitat. Et qui dit appartenance dit aussi, ça veut aussi dire de l'implication. Vous allez devoir vous impliquer, chose naturelle à faire. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'expérience de s'impliquer dans des groupes d'habitation comme ça. Mais nous, à Village Urbain, on va vous former à développer des relations collaboratives. On va vous donner des ateliers donnés par des professionnels relationnels qui vont vous aider à intégrer des bonnes pratiques de communication et de collaboration. Donc, on va vous introduire à un modèle de gouvernance qui s'appelle la sociocratie. Ce n'est pas le seul modèle qui existe, mais c'est un modèle répandu à travers le monde dans les cohabitats, et c'est celle qu'on va vous enseigner. Donc, en gros, chaque habitant, propriétaire et locataire également, se joindront à
des comités qu'on appelle des cercles. Donc, les gens vont avoir des responsabilités et vont prendre des décisions dans ces cercles-là. Des exemples de cercles, ça va être la communication interne, externe, la gestion de la cuisine collective, les activités sociales, la gestion des jardins, l'entretien du bâtiment, etc. Donc, l'idée est que, à travers le temps, vous allez pouvoir raffiner votre structure de gouvernance pour qu'il reflète vos valeurs, votre individualité en tant que groupe. Puis moi, je pense que une erreur de beaucoup trop d'organisations, c'est d'avoir une gouvernance qui est souvent déconnectée, vraiment lourde, puis déshumanisée. À Village Urbain, on va travailler fort avec vous pour que votre gouvernance soit légère, efficace, puis adaptable. Oui. Oui, je confirme. Merci beaucoup, Pascal, pour cette intervention. En fait, on a déjà commencé des formations en cette mode décisionnel qui est la sociocratie avec notre groupe de cohabitants et cohabitantes. Et je peux vous confirmer que c'est une beauté. C'est des comités qui sont placés d'une façon tellement structurellement efficace. Donc, des comités qui traitent de sujets différents. Et en parlant de comité, j'aimerais ça vous poser une question pour un second sondage ce soir. Si vous aviez à choisir un comité à joindre, quel comité aimeriez-vous rejoindre à partir de cette liste qui va apparaître bientôt? Je vous donne encore quelques instants. Moi, ça sera sûrement le social, je pense. Moi, je pense le comité finance. C'est plus plate, mais Du sens. Parfait. Manu, peux-tu nous partager les résultats, s'il te plaît? J'ai hâte à voir ça. Comité Vivre ensemble avec 22% et comité Communication avec un autre 22%. Les gens sont sociaux ce soir. C'est génial. Je vais m'entendre avec vous, je pense. Ben, merci encore une fois de vous être mis au jeu. Maintenant, on va entendre une future cohabitante pour un beau témoignage, je suis sûre, Louise Reisenberg. Louise, veux-tu nous parler de tes motivations d'avoir joint le cohabitat et de ton expérience à date? Bon, merci de m'avoir invité pour témoigner. Je suis touchée par le geste parce que je suis vraiment contente de venir parler de ma joie de me joindre dans ce projet. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, je pense que je vous suis, mars 2022. Et puis, je me souviens, on a eu le focus group pour parler des espaces partagés. On a eu ensuite, il y a eu, c'était l'été dernier, excusez, je pense que c'était l'été dernier qu'il y avait le lancement sur le site même. Fait que je pense que en pensant en pensant venir vous parler, je me souvenais de toutes les étapes que j'ai traversées. Puis ce que j'aimerais communiquer aux personnes qui sont ici, puis qui sont curieuses de ce projet, c'est que je me suis sentie tout le long tellement bien accompagnée par vous. J'ai tellement confiance en cette équipe, puis je vous le dis, c'est vraiment important de le dire parce que c'est un projet nouveau, hein? Puis il y a plein d'imprévus, puis il y a plein de choses, comme c'est plus long que ça qu'on pensait, tout ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'on le vit ensemble. Vous êtes transparents, vous partagez, tu sais, on apprend au fur et à mesure. Puis moi, c'est ça, c'est une des choses qui m'attire beaucoup dans ce projet, c'est qu'on peut inventer ensemble. Puis je pense que moi, écoutez, je vais vous dire, là, je vais avoir 74 ans demain. Fait que j'entre, j'entre dans cette étape de vie. Bonne fête à moi en passant. bonne fête, oui. Mais j'entre dans cette étape de vie où je me sens comment dire, faut que je donne sens à cette vieillesse. Puis, j'ai pas d'enfant, je vis seule. Fait que pour moi, c'est idéal. Tu sais, l'aspect intergénérationnel m'a attiré tout de suite. Et puis aussi, je me dis, ça donne sens à ma vieillesse de participer à un projet qu'on co-crée ensemble.
Parce que je le sais qu'il va y avoir des défis. Comme déjà, je vois des questions hein, de gens, tu sais, comme ceux qui louent, est-ce que. Puis il y a déjà un petit groupe qui a commencé, comment on va se rattraper, etc. Tu sais, c'est sûr qu'on apprend au fur et à mesure. Puis je voudrais vous rassurer par rapport à ça, les personnes qui sont ici pour louer. Il y a juste seulement 15 logements, je pense, qui sont réservés pour le moment. Tu sais, fait que, que vous achetez ou que vous louez, nous autres, on veut vous connaître, on vous attend, là. On est juste un petit groupe, là. Puis on a hâte de vous connaître, puis on a hâte de vous rencontrer. Moi, on a fait des sessions de communication non violente avec Pascal. On va en avoir une deuxième. On a commencé la sociocratie, puis moi, j'étais malade la deuxième journée de formation. Fait que je vais reprendre ça avec vous autres. Fait que puis je suis pas toute seule là-dedans. Je suis pas tout le monde qui pouvait participer à ça. Fait que c'est sûr que on, on improvise aussi en cours de route. Tu sais, je veux dire, mais on a hâte de vous rencontrer, puis on a hâte de former. J'ai déjà, d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes ici ce soir que j'ai déjà rencontrées. Parce qu'il y a des personnes au départ aussi qui voulaient acheter puis qui ont décidé en cours de route que non, c'était mieux qu'ils louent. Alors, puis j'ai hâte aussi des revoir. Puis on se voit, il y a des gens que j'ai rencontrés en cours de route que je côtoie maintenant. On se fait des amitiés en cours de route, tu sais, puis on se voit même en dehors des événements que vous organisez. Tu sais, fait que déjà, il y a des liens qui se forment, puis je sens qu'on est en train de développer aussi une manière de penser ensemble. Tu sais, Puis je trouve que c'est original, tu sais, je pense que vous avez bien fait vos devoirs aussi à aller visiter les autres endroits, puis vous nous invitez aussi à aller. Mais c'est vraiment unique, ce projet, du fait que ça ne part pas d'amis qui se sont mis ensemble, là, tu sais. Vous avez vraiment développé un modèle qui est très unique, puis je suis vraiment excitée de pouvoir participer à ça. Tu sais, puis je trouve que vous nous incluez aussi dans le processus, puis vous répondez à nos inquiétudes, nos questions. Puis, tu sais, je pense ça va être un enjeu. Moi, je sais que je ne suis pas habituée de vivre avec du monde, là. Ça fait longtemps que je vis seule, mais je trouve que c'est donc un beau défi. Puis ça donne du sens en ce moment dans le monde dans lequel on vit. Tu sais, depuis la pandémie, je pense qu'on a tous réalisé ça. Tu sais, autant les jeunes que les vieilles personnes, on ne veut plus être seul. On a besoin des uns des autres, tu sais. Puis c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça surtout l'expérience. C'est de pouvoir découvrir ensemble, puis refaire un peu le monde, tu sais, apprendre à vivre autrement. On a besoin de ça. Fait que ça donne beaucoup de sens à ma vie, puis je vous remercie pour ce projet. Puis c'est ça. Fait que je vous encourage, j'ai hâte de vous connaître, les autres personnes intéressées. Fait que je pense que vous avez beaucoup de questions, fait que je ne prendrai pas trop de temps, là. Je Merci vois. beaucoup. Ah, Merci, Louise. merci à vous autres. Bonne fête. Louise, Merci. Merci. merci pour ce témoignage super inspirant, Louise. Merci. Alors, avant de passer aux étapes sur justement comment joindre ce cohabitat, puis je pense que vous avez hâte à connaître ces étapes à suivre là, j'aimerais prendre un moment de parler de l'échéancier du projet. Je pense que c'est important pour que vous sachiez où est-ce que vous vous situez là-dedans. Donc, en ce moment, on a les réservations pour l'achat qui est en cours depuis l'été, comme a mentionné Louise. La réservation pour la location ainsi que le début de construction vont être en été 2024, donc à peu près en même temps. Ensuite, les formations du vivre ensemble en continu. Encore une fois, Louise a fait allusion à ça, c'est en continu dans le sens où il y aura des cohortes en continu pour les personnes qui se joignent en cours de route, pour les personnes qui ne pouvaient pas être là pour la première. Et ensuite, pour terminer avec un aménagement prévu fin 2025. Donc, vous pouvez prendre ça tous en note. Et maintenant, les étapes à suivre pour réserver votre logement à la Chine. Donc, bien évidemment, on prend pour acquis que vous avez déjà pris connaissance du projet, vous avez participé à une séance d'information, vous avez parcouru le site web. Donc, vous intéressez à ce projet. La première étape serait de remplir le formulaire d'intérêt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un formulaire d'intérêt? C'est un formulaire qui est disponible sur nos sites web.
Et c'est un formulaire qui nous permet de comprendre vos besoins et votre ménage, finalement. Ensuite, on vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Donc, ça sera 15 minutes en vidéoconférence avec un membre ou une membre de notre équipe pour poser toutes vos questions. Donc, vraiment profitez de ces rendez-vous. C'est important autant pour vous que pour nous. Ensuite, donc, pour ceux qui sont intéressés par la location, je vais faire ici une note pour réitérer que ça s'en vient au printemps-été, pardon, 2024 de cette année. Donc ça, c'est pour la partie locative. Et pour la partie pour les personnes qui sont intéressées par l'achat, ça prend une préautorisation hypothécaire. Donc, allez à la banque, cherchez votre préautorisation hypothécaire, ayez ce document en main. Ensuite, vous avez à compléter un formulaire de candidature. Donc, ce formulaire, il contient bien sûr des questions sur la démographie, les aspects financiers, également des questions sur votre compatibilité avec le vivre ensemble, avec le mode de vie en cohabitat. Donc, on vous pose quelques questions ouvertes. Ce dossier de candidature sera étudié et bien sûr, si vous êtes sélectionné, alors à ce moment-là, vous avez le choix des logements qui sont disponibles. Vous faites votre choix et vous signez votre lettre de réservation avec nous. Donc, voici pour les étapes. Maintenant, je vais prendre un bref moment pour parler des événements à venir. Donc, on a un événement participatif en personne le 7 février prochain. Le lien d'inscription va vous être mis dans le chat tout de suite. Donc, pour les personnes intéressées par l'achat notamment, n'hésitez pas à vous inscrire. Les places sont limitées et ça va être un événement fort intéressant où vous allez pouvoir rencontrer tous nos partenaires et toute l'équipe. Et ça va être convivial, instructif. Ça va vraiment, je pense, être une étape importante pour ceux qui sont intéressés par l'achat. Ensuite, on a plusieurs événements qu'on organise au fur et à mesure. Par exemple, on vise une autre visite inspirante d'un cohabitat au printemps, comme on avait fait à l'automne, je crois, ou en décembre. Et bien sûr, en tout temps, n'oubliez pas, remplissez le formulaire d'intérêt, cliquez sur le bouton Parlons-nous sur le site web pour prendre rendez-vous 15 minutes avec nous en vidéoconférence. Vous pouvez même le faire plusieurs fois. On a vraiment hâte de vous connaître. Donc, on passe à la période des questions et des réponses. On a à peu près 25 minutes. Je vais vous demander de lever la main virtuelle et c'est ma collègue Mathilda qui va vous donner la parole au fur et à mesure. Bonjour à tous. On a une première question de Annick. Donc, Annick, si vous désirez toujours parler, je vais pouvoir vous démuter. Donc, vous avez l'autorisation pour activer votre micro si vous voulez poser votre question. Annick, est-ce que vous avez toujours une question à poser? Donc, on va passer à Anne pour le moment. Annick, n'hésitez pas à relever la main plus tard si vous avez toujours la question. Anne, vous pouvez réactiver votre micro si vous souhaitez poser votre question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, tout à fait. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci pour cette belle présentation. Ma question était de comprendre, il y a le cohabitat de la Chine puis village urbain. J'ai cru comprendre que c'est deux structures séparées. Juste peut-être préciser un peu plus là, les deux entités. Oui, et bonsoir Anne. En fait, c'est pas deux structures séparées, pardon, c'est vraiment la même chose. Dans le fond, Village Urbain et l'OBNL qui développe le projet de la Chine. Et un village à la Chine, c'est le nom du cohabitat qui sera à la Chine. C'est sûr qu'éventuellement, si on arrive à faire d'autres projets de cohabitat, ben, tu sais, ça se pourrait qu'il y ait plusieurs structures, mais pour l'instant, c'est juste une. OK. Fait que Est-ce que Village urbain, par exemple, pourrait guider d'autres projets qui pourraient être à l'extérieur de Montréal, par exemple, ou être un Complètement. conseiller ou
Oui, complètement. OK, parfait. Merci. Merci, Anne. Valérie, c'est à vous. Valérie, vous êtes autorisée à activer votre micro si vous avez toujours une question à poser. C'est le bouton mute qu'il faut peser, je crois. Oui, c'est le bouton qui est tout en bas à gauche. Activer, désactiver le son. En bas à gauche de la présentation. Ben, on va peut-être pouvoir, en attendant Valérie, on va pouvoir voir avec Benoît pour sa question. Benoît, c'est à vous. Unmute. C'est Euh, bon. bonjour, bonjour. Merci. Bonjour. Super présentation. Toujours bon de vous réentendre. Est-ce que on aurait suffisamment d'avance dans le projet pour comprendre quelles seraient les mensualités des propriétaires? On sait, on comprend qu'on connaît les prix d'achat, on ne connaît pas encore les prix de location, mais quels seront les prix mensuels pour la gestion de l'ensemble de l'œuvre quand on est propriétaire, par Oui, exemple? en fait, oui, c'est déjà déterminé. Ça dépend de... C'est un fonctionnement, en fait, très, en fait, identique à n'importe quelle copropriété. Donc, c'est des frais de copropriété qui dépendent de la superficie du logement. Donc, plus le logement est grand, plus les frais de copropriété sont importants. Et c'est 36 sous par pied carré. Donc, dépendamment de la superficie du logement qui vous intéresserait, ben, c'est ça. Il y a comme un petit calcul à faire. Mais tout ça est précisé et détaillé dans notre guide de l'acheteur qu'on a fait. Peut-être que, je ne sais pas si Manu, tu peux le mettre en lien dans le chat pour que vous puissiez comme avoir comme des notes de tout ça. Merci. Merci. Merci, Benoît. Valérie, vous avez l'autorisation pour poser votre question. Vous pouvez vous démuter et poser votre question. Toujours pas. Ah, Bon, on et peut pas de questions dans le Ah, chat. ok, très bien. Ben, je vais baisser la main alors. Dominique, Dominique, c'est à vous. Oui, moi, je reviens encore. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Dominique. Je reviens encore avec la location. J'avoue que j'ai une petite crainte parce que j'aimerais ça quand même avoir une petite idée de combien ça coûte, euh, c'est quoi le loyer? Parce que même s'il est plus bas que le marché actuel est très haut. Fait que, tu sais, est-ce que je vais avoir la capacité de payer un loyer haut? Et j'ai une petite crainte aussi, j'avoue, par rapport à l'aménagement, parce que fin 2025, mais au début, c'était beaucoup plus tôt. Fait que, qu'est-ce que je peux faire par rapport à toutes ces parties qu'on ne connaît pas encore? Tu sais, parce que pour le moment, c'est vraiment, j'adore le concept, j'adore l'idée, mais concrètement, j'ai peur de ne pas y arriver, quoi. Ouais, je comprends. Puis je pense que Louise a bien parlé de ça, de justement, il y a encore des inconnus, il y a comme Ouais. tout est pas cané, c'est certain. Puis je comprends que ça peut susciter des inquiétudes ou des craintes, mais sachez que on fait vraiment comme, on vous donne vraiment toutes les informations dès qu'on en est certaine, puis on vous les communique, puis on vous les partage le plus tôt possible et on fait aussi notre maximum pour que tout ça comme arrive le plus tôt possible. Ce qui est certain, c'est que ça ira pas au-delà de 2025. Puis pour les loyers, ben, on ne peut pas encore communiquer les loyers exacts, mais c'est certain aussi que si vous avez comme peut-être ben, c'est ça, comme des inquiétudes, des choses qu'on peut comme approfondir un petit peu, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on en discute, par exemple, dans Parlons-nous, là, il y a un rendez-vous en ligne où on peut comme discuter de ça plus précisément.
OK. Tu peux-tu me dire pourquoi tu dis que ça n'ira pas que c'est sûr que ça va être en 2025? Tu Ben, parce que peux me parler un peu plus de cette certitude-là? ben, ouais, il n'y a jamais de certitude à 100%, mais disons que là, on travaille vraiment fort avec le gérant de construction là, pour démarrer au plus vite. Puis ils sont quand même très confiants pour nous dire que ça ira pas au-delà de ça. En fait, on est toujours comme un peu pris entre, on veut essayer de vous donner le plus d'informations possible et en même temps, ben, on veut comme être transparent, mais en même temps, on n'est pas sûr de tout. Donc, on se repose aussi sur les professionnels qui nous accompagnent. Mais c'est ça, ils sont comme vraiment confiants. Donc, on est confiant aussi, mais c'est sûr que qu'on ne maîtrise pas tout. Là, je ne mettrai pas mais ça sur la tête de mes enfants, mais on fait vraiment notre maximum pour que ça arrive à ce moment-là. Puis les professionnels qui nous accompagnent sont aussi très confiants, donc on est confiants. OK, d'accord. OK, merci. Merci Dominique. C'est maintenant au tour de Marie-Dominique de poser sa question. Bonjour. Ben, écoutez, c'est formidable votre projet, hein. Moi, ça correspond tellement à mes valeurs, à un projet que je cherche depuis des années. Donc, je suis vraiment contente de voir qu'il y ait une équipe de jeunes qui a pris ça en main. Et Merci. j'avais deux questions. D'abord, on parle de critères de sélection, mais je me demandais quels étaient vos critères de sélection pour choisir les gens. Et j'imagine que c'est pas juste financier ou en tout cas. Et l'autre, c'est que moi, je trouve ça super le projet que vous avez présenté, puis c'est très beau, en tout cas tout. Mais moi, je suis plutôt intéressée par quelque chose en ville. Je me demandais s'il y a des options, si vous allez développer d'autres projets, si c'est des choses dont on peut discuter avec vous, de développer d'autres projets, mais plus en ville à Montréal, Euh, dans alors, plusieurs années, pas pour tout de suite, là. oui, ben, en fait, sur les critères de sélection, ça, en fait, il y a un comité de sélection qui est indépendant de Village Urbain, qui a travaillé fort sur justement toute la grille de sélection. Et en fait, enfin, ça repose principalement sur la motivation à vivre en cohabitat, de s'assurer que les personnes qui déposent une candidature ont bien compris bah, la nature du projet, ce que ça implique, adhèrent aux valeurs, etc. Donc, c'est vraiment principalement sur ça que porte le formulaire de candidature, puis l'analyse du comité de sélection. Ok, super. Et puis, sur d'autres projets, bah, c'est certain que Village Urbain a pour objectif vraiment de développer le cohabitat comme pour que ce soit en fait une option de logement au Québec, mais on n'a pas, bon, ça prend du temps de développer des projets, donc Ouais, on c'est ça. travaille sur d'autres possibilités, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'autres cohabitats qu'on peut annoncer, mais c'est certain que c'est dans notre objectif, puis ça fait partie de notre mission. Comme je le disais au début, il y a dans des régions du monde où le cohabitat est vraiment plus développé, il y a des structures professionnelles qui existent pour faciliter ça. Puis, tu sais, qui, avec le temps, là, ont réussi à développer d'autres projets. Donc, pareil, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous là en ligne pour discuter en Ah visioconférence. oui, super. Oui. Et, Est-ce que c'est vous qui trouvez les terrains ou c'est les gens intéressés qui cherchent ou... tout peut arriver, mais c'est beaucoup de recherche, de Ah, contact, de j'imagine, hein. réseau. Ouais. Donc, Ah, tu sais, on n'est pas fermé à rien. Là, il n'y en a pas une façon de faire, puis on fait que ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous écrire ou à prendre rendez-vous avec nous. d'accord. Et ça, juste une dernière question, ça prend combien de temps à partir de l'idée jusqu'à la réalisation? Donc, beaucoup de temps. Genre 5 ans ou je sais pas. Ouais, honnêtement, j'aurais du mal à donner une date comme ça. Ce que je sais, c'est que ça prend du temps, plus de temps que ce qu'on souhaite, plus de temps que ce qu'on a Ouais, imaginé c'est au ça. départ. Puis, on dit souvent que le premier est le plus difficile à réaliser, donc j'ose espérer que les prochains iront plus vite. Mais Ok. Ouais. Mais moi, je me disais au moins 5 ans, j'imagine. Mais bon, je sais pas. ça pourrait être moins, mais c'est ça. Ah, là, il y a quelqu'un qui dit qu'Habitat Québec 8 ans, Neuville 4 ans. Ok, ça donne une idée. Ok. Après, c'est des projets complètement différents dans le sens où c'est le groupe Oui,
qui a fini par aménager là, qui a porté le projet tout le Ouais. long, tandis que Ah, d'accord. c'est une équipe. Puis OK. Cohabitat Québec c'est vraiment le premier Cohabitat au Québec, puis ils ont vraiment pavé le chemin, en fait, pour je pense, le Cohabitat au Québec. Donc, ils ont fait un travail incroyable pour que ce projet puisse se réaliser. Puis c'est clair que maintenant, ben, il y a quelques bailleurs de fonds, par exemple, qui déjà savent ce que c'est un cohabitat, ce qui est énorme. Euh, Oui, et j'imagine. plus on avance, plus je sens que ça va devenir plus facile, mais c'est certain que ça prend quand même encore du temps. En tout cas, bravo, c'est formidable parce que ça donne de l'espoir dans le contexte du monde dans lequel on vit en ce moment, là. Ça fait Ouais. du bien de voir ça. Merci. Merci Marie-Dominique. On a une question dans le chat de Ashraf qui nous demande quelle serait la date de divulgation de la décision quant à l'admission pour la location. Bah, en fait, c'est assez rapide une fois qu'on ouvre les candidatures, dans le fond, c'est vraiment rapide. Là, je pense que Manu pourrait répondre plus précisément que moi, mais je dirais en 2 semaines. Donc, tous s'enchaînent quand même pas mal vite là. Et l'ouverture des candidatures est prévue c'est ça, pour cet été. On vise d'ouvrir la réservation pour la location cet été. Merci Ashraf. Est-ce que certains ont d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou à poser votre question dans le chat. Moi, j'ai pas suivi toutes les questions, mais si on a. Marie-Dominique, vous pouvez parler. C'est une question anecdotique. Est-ce que les membres de votre équipe vont habiter là? C'est une bonne question. Bah, au début, on s'est mis une règle, disant qu'on n'avait pas le droit d'habiter là pour qu'on garde une certaine Ah oui. neutralité, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est ça. Mais peut-être que ça pourrait évoluer à l'avenir parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes On qui peut avoir envie d'habiter font dans un lieu ça. comme ça. Oui. En tout cas, on construit l'avion en volant aussi, puis c'est certain qu'il y a des choses qui vont certainement évoluer à l'avenir. Mhm. Merci. Pascal, je pense, Ouais. voudrait poser une question. Oui, Pascal. Attendez, je vous cherche juste dans la liste. Oui, vous pouvez parler, Pascal. Bonjour. En fait, moi, je vois qu'il y a déjà un processus qui a commencé pour les personnes intéressées à l'achat. Alors, j'aimerais savoir, avant de prendre une préapprobation hypothécaire, on aimerait quand même, bon, je suppose qu'on peut quand même prendre connaissance des prix des différents logements. Oui, tout à fait. En fait, tous les plans et les prix de chaque logement sont disponibles sur notre site Internet. Peut-être que Manu va pouvoir vous envoyer le lien dans le chat, mais je vous invite aussi à communiquer directement avec nous. Vous pouvez nous écrire ou aussi prendre un rendez-vous pour une visioconférence pour qu'on puisse vous guider si c'est nécessaire à travers ça, là, les différents plans puis les prix de chaque logement. Bon, parfait. Ce serait parfait si on pouvait mettre le lien dans le chat. Ouais. Déjà, je pourrais y aller directement et après, je pourrais prendre un rendez-vous, justement. Ok, ben oui, et avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci, Pascal. Donc, sachez qu'il y aura aussi une infolette qui va être envoyée dans la semaine prochaine, normalement. De toute manière, les liens vous seront envoyés à un moment donné. Et Hugo a une question pour nous. Est-ce que Estelle, tu avais un point à ajouter avant? j'ai vu juste une question popper dans le chat, j'allais la prendre comme ça. Mais
Allez, vas-y, Hugo. Ok, Hugo, tu peux y aller. En fait, c'est Cindy, mais c'est pas grave, Hugo Salut est pas Cindy. loin. Allô, D'abord, je voulais dire que Maïs était bienvenue. Ensuite, je voulais faire du coup sur la question qu'il y avait dans le chat, en fait, sur la question de l'insonorité, etc. C'est sûr qu'ayant 3 enfants en bas âge et ayant eu une expérience très courte d'appartement pendant les vacances de Noël à Montréal, ça nous a amené des petits questionnements sur la faisabilité euh, et le bon voisinage. Ouais, je comprends. Je compatis. En fait, au niveau de l'insonorisation, ça va vraiment être de bonne qualité. En fait, il y a comme une norme qui est d'office imposée par le code du bâtiment, qui est, je crois, de 55. Et on est vraiment, en fait, au-dessus de cette norme. On est même au-dessus de ce qui est recommandé pour avoir une bonne insonorisation. Donc, il y a eu vraiment un travail important qui a été fait, notamment par les architectes et les ingénieurs pour qu'il y ait une bonne insonorisation, parce qu'on sait qu'en fait, c'est clé aujourd'hui. Puis c'est aussi l'avantage d'être dans un bâtiment neuf, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, la plupart quand même des bâtiments neufs sont bien insonorisés. Puis nous, on a vraiment euh, demandé explicitement aux architectes que ce soit top en termes d'insonorisation. Donc, ça ne sera pas un enjeu. Je Ok, peux tant mieux. ajouter aussi, si je peux faire du pouce, ce que le gérant de construction nous mentionnait par rapport à l'insonorisation, c'est que ça sera similaire à une chambre d'hôtel. Donc, ça donne quand même une idée du niveau d'insonorisation. Donc, c'est ça. C'est un exemple d'à quel point, en fait, c'était important et qu'on y avait réfléchi également. Merci pour les réponses. Puis bon, l'avantage, c'est qu'au moins les 3 chambres sont les uns par-dessus les autres. Fait qu'au pire, C'est vrai. Mais honnêtement, ça va vraiment. C'est une excellente insonorisation entre la maison commune et les logements, mais même entre les logements entre eux, quoi. Entre les différents logements. Donc, c'est pas. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Puis, c'est ça. C'est vraiment l'avantage que ce soit neuf. C'est que. Merci Cindy. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il est encore temps, on est là encore pour quelques minutes. Alors, on a une question de la part d'Élise. Les futures règles de gouvernance qui régissent les lieux communs abordent-elles des questions d'horaire afin, par exemple, que les activités des uns et des autres soient en relative harmonie? Ouais, en fait, ces règles-là, ça va être à vous de les déterminer. C'est sûr que Village Urbain va être là pour vous donner une structure, vous accompagner là-dedans, etc. Mais nous, on n'a pas décidé de ça. Puis on considère que c'est vraiment aux gens qui vont vivre là de prendre ces décisions-là en commun. Et c'est ça qui est le fun aussi en fait, de commencer là tranquillement, pas vite, à créer le groupe. C'est que une fois qu'on va avoir le groupe, on va vraiment pouvoir mettre tout ça en place ensemble et puis décider de ça ensemble. Alors, je vois une question de Pascal aussi qui dit pas de projet à Laval, point d'interrogation. On travaille fort pour qu'il y ait un deuxième projet à Laval, mais c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas il y a pas d'annonce officielle. Voilà. Alors, on a une question de Sylvia. Sylvia, vous pouvez parler. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Surtout bravo pour toute cette grande entreprise. Ma question, c'est par rapport de langue, parce que je ne suis pas personne
pour qui français est facile. Je suis plutôt anglophone que francophone. Est-ce qu'il y a l'espace pour les anglophones dans votre projet? Oui, Ou personnes bilingues, à peu près bilingues? C'est une bonne question, Sylvia. En fait, au départ, on s'était dit que ça sera plus simple que tout le monde ait la même langue de base pour faciliter la communication, la collaboration entre les cohabitants et cohabitantes. Ensuite, on a été surpris et surprise agréablement par l'ouverture du groupe, les 15 ménages qui ont réservé un logement. On leur a amené un couple, notamment anglophone américain, et la réponse a toujours été, bah, ils sont les bienvenus tant qu'il y a une volonté d'apprendre le français, ça vient quand ça vient, puis pour l'instant, on va se débrouiller, puis on va parler en franglish jusqu'à temps que, ben, en fait, l'essentiel, c'est qu'on puisse se comprendre et vivre ensemble. Et je pense que pour ça, il y a une énorme volonté du groupe actuel à accueillir des personnes anglophones. En fait, c'est même ce couple américain là ne parle pas du tout français pour l'instant. Donc, une personne comme vous qui parle quand même bien français, là, je pense que c'est pas un problème. Oui, c'est très bon. Je pense que c'est un bel cadeau, cette famille des États-Unis. Oui, vraiment. Merci Sylvia. Merci beaucoup. On a une question dans le chat de Pascal par rapport au projet de Laval, savoir s'il y avait une date pour ce projet-là. Non, vraiment pas. Puis, comme je disais tantôt, c'est même pas encore garanti là. C'est-à-dire qu'on travaille fort pour pouvoir faire un projet à Laval, mais on n'a pas encore d'assurance que ça va avoir lieu. Donc, les dates, c'est encore plus difficile de s'engager sur des dates pour le moment. Le mieux, ça reste de vous inscrire à notre infolettre et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. On a une question d'Evelyne. Est-ce que les unités locatives sont mélangées aux unités achetées physiquement dans le projet? Oui, oui, et je le dis vraiment, ça vient du fond du cœur là, parce que ça paraît vraiment bête là, mais ça a été super compliqué pour le financement d'avoir des unités locatives un peu partout dans le bâtiment. On a même pensé à un moment qu'on allait devoir regrouper toutes les unités locatives au même endroit à cause de nos amis, les bailleurs de fonds. Et finalement, non, on arrive à mettre des unités locatives un peu partout dans le bâtiment. Alors, on est vraiment content de ça. Puis, ben, en fait, ça répond vraiment ouais, c'est ça, aux objectifs qu'on s'était donnés dès le début. Donc, c'est le fun. Merci. Marie-Dominique, une question. Vous pouvez vous démuter pour parler. Oui, de nouveau. Mais quand vous parlez des bailleurs de fonds, c'est qui finance ce projet? Est-ce que c'est une information qu'on peut avoir, ça? Oui, oui, bien sûr. En fait, donc présentement, Village Urbain est propriétaire du terrain à la Chine et le terrain a pu être acheté grâce au soutien financier donc de la Fondation Lucie et André Chagnon et de la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Donc, c'est ces deux institutions en fait qui nous ont fait un prêt à des conditions bah, plutôt avantageuses, on va dire, et on vise d'avoir à nouveau ces deux partenaires-là. Ben, en fait, ils ont tous les deux confirmé leur intérêt aussi dans le projet, dans la construction, vraiment. Puis, on est en train de finaliser en fait tout le financement pour le projet avant de démarrer la construction. Ok, c'est super. Puis Sidley comme architecte, c'est super, franchement. Vraiment. Non, on est très bien entouré en fait. Oh, oui, franchement, vous êtes bien organisé. Et c'est Evelyne qui demande le coût du terrain. On l'a acheté. Oh, pardon. Non, j'ai dit tout à fait. J'allais te lancer sur cette question, donc vas-y. Mathilda. On l'a acheté 1 600 000 le terrain en 2022. On pourra peut-être prendre une
Dernière question avant de clôturer cette séance. À qui la chance? Ou peut-être que c'est simplement terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, on aurait été assez ponctuel avec l'heure. D'accord. Ben, j'aimerais vous remercier tout le monde. Il y a une quarantaine de personnes qui s'est connectées aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On espère que ce projet a pu vous inspirer, a pu vous donner envie de joindre à nous, de joindre l'aventure de Village Urbain. On était très contents d'être là avec vous, de vous rencontrer, d'écouter votre question. Puis surtout, on a hâte de vous rencontrer en personne. Donc, prenez rendez-vous, on vous attend. Merci encore énormément d'avoir été là et à bientôt. Merci.